Allez, je vous propose de débuter. Madame Alves est dans les starting blocks. Alors, bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle visio. Toujours pareil, hein, les mêmes consignes. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, puisqu'on n'ouvre pas les micros évidemment aux participants, mais on va essayer d'y répondre. Alors, soit dans la séquence, soit même après, puisque les collègues du CDG, même après leur intervention, peuvent continuer à répondre éventuellement aux questions que vous pouvez poser dans le chat. Si votre question n'a pas trouvé réponse, peut-être parce qu'on a zappé, et avec le fil de discussion, on peut louper certains sujets. Donc n'hésitez pas à reposter, à copier-coller votre question pour la reposer et qu'elle arrive en tête de chat. Voilà, bah, écoutez, on va commencer avec la médecine préventive. Charline, en fait, l'idée de cette séquence, c'est de refaire un rappel, hein, parce que le service de médecine a fêté ses quasiment 8 ans. 8 ans, 2016, je crois. 9 ans, d'ailleurs, pardon. 9 Donc ans l'idée cette c'est de année, oui. refaire un, ouais, voilà. L'idée c'est de refaire un tour en fait de comment ça fonctionne concrètement pour tout ça. Allez-y Charline, c'est à vous. Alors, je partage mon écran, vous me direz. C'est tout bon. Ouais. C'est tout bon? Ouais. Alors, bonjour à tous. Donc, du coup, effectivement, oui, l'idée, c'est de faire un petit rappel sur le service de médecine professionnelle et préventive. On s'appuie principalement sur le décret 85-603 qui a été un peu modifié en 2022 sur certains points, et notamment l'apparition de l'infirmière de santé au travail qui n'apparaissait pas dans les textes avant, mais qui est apparu seulement en 2022. Mais voilà, c'est vraiment le 85-603, le texte sur lequel on s'appuie principalement pour la médecine professionnelle et préventive et tous les aspects prévention dans la fonction publique. Donc la médecine, c'est quoi? La médecine professionnelle et préventive, c'est ce qu'on appelle plus communément la médecine du travail et elle joue donc un rôle fondamental dans la préservation de la santé des agents au travail. C'est-à-dire que les professionnels de santé, que ça soit médecins ou infirmières ou infirmiers, ils vont s'assurer que le travail ne nuit pas à la santé de vos agents et que vos agents restent vraiment dans un équilibre entre leur état de santé d'un côté et le poste de travail qu'ils peuvent effectuer de l'autre côté. Donc, elle se concentre principalement sur la mise en place d'un suivi médico-professionnel et sur l'expertise des conditions de travail, comme je le disais, donc pour prévenir toute altération de l'état de santé de l'activité qui serait liée à l'activité professionnelle. Donc, le médecin, lui, s'assure du maintien de l'aptitude de l'agent à son poste en réalisant donc des visites médico-professionnelles et l'infirmier va, quant à lui, poursuivre en fait l'aptitude qui va être rendue par le médecin. Donc, qui est concerné par le service de médecine professionnelle et préventive? Eh bien, c'est tous les agents. Tous les agents qui sont au sein de vos collectivités, que ce soit les fonctionnaires stagiaires titulaires, les contractuels de droit public, mais également les agents de droit privé, qu'ils soient en emploi à venir ou en emploi PEC, les emplois aidés, les apprentis, les saisonniers, tout le monde est concerné. Pour bénéficier de nos services, donc ça passe par le biais d'une convention signée, puisque c'est une adhésion qui se fait en plus de l'adhésion obligatoire que vous avez au niveau du centre de gestion. Donc c'est vraiment une convention qui est signée entre l'autorité territoriale et le centre de gestion. Il n'y a pas l'obligation d'avoir une délibération, mais si vous souhaitez en faire une, vous pouvez. La convention pour les collectivités qui ne sont pas encore adhérentes à notre service est disponible sur CDG+, ou sinon vous pouvez très bien contacter le service pour qui vous envoie les documents pour conventionner avec notre service. Au niveau de la tarification, donc c'est une cotisation additionnelle qui est assise sur la base de la masse salariale de votre collectivité. En revanche, il y a quand même une tarification à l'acte qui va être imputée aux collectivités, notamment donc pour les contractuels de droit privé, puisque ces agents-là ne sont pas intégrés dans le calcul de base de la masse salariale et lorsque vos agents ne se rendent pas à leur visite médicale et qu'ils n'ont pas prévenu le service de leur absence. Donc pour toute absence non excusée 48 heures avant la date de visite, il y a une facturation qui va être adressée ensuite de manière trimestrielle à la collectivité. Donc c'est l'employeur qui a la charge de ce coût au niveau donc soit de l'absence, soit de la visite pour le contractuel de droit privé.
Je rajoute également que c'est une obligation d'adhérer à un service de santé au travail. Donc, tout employeur a l'obligation d'adhérer à ce type de service. Idéalement, celui du centre de gestion, puisqu'on a cette connaissance au niveau de la fonction publique territoriale. Et donc, du coup, voilà, il se peut qu'une collectivité adhère aussi à notre service, même si elle n'a pas d'agent. Et nous, on le conseille aussi. Si vous n'avez pas d'agent, bah, votre cotisation, elle va être nulle. Mais vaut mieux avoir l'adhésion qui soit déjà faite dans l'éventualité où il y aurait le recrutement d'un agent dans les mois à venir ou dans les jours à venir, sait-on jamais. Au moins, cette convention, elle est déjà mise en place, ce qui nous permet à nous de pouvoir voir rapidement votre agent et de pouvoir le convoquer soit auprès du médecin, soit auprès de l'infirmière. Au niveau des types de visites qui sont proposées au niveau de notre service, donc on a plusieurs types de visites. On a les visites auprès du médecin du travail et les visites auprès de l'infirmier de santé au travail. Pour tout ce qui est visite auprès du médecin du travail, on va retrouver les visites d'embauche, les visites de pré-reprise ou reprise, les visites à la demande de l'agent ou de la collectivité, les visites à la demande du médecin traitant ou ça peut également être une visite à la demande du médecin conseil de la CPAM. Vous voyez sur l'image que j'ai matérialisé de 2 couleurs les différents types auprès du médecin du travail. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc, on va retrouver aussi auprès du médecin du travail les visites à la demande du médecin du travail lui-même. Donc, il se peut que le médecin voit votre agent et qu'il souhaite effectuer un suivi et donc le revoir à 6 mois. Les visites à la demande de l'infirmière, donc à l'issue d'un entretien infirmier de santé au travail, l'infirmier ou l'infirmière peut très bien demander un avis médical. Les visites à la demande des instances médicales, donc suite à un dossier qui va passer au conseil médical. Les visites à la demande du médecin expert agréé et les visites à la demande du conseiller en évolution professionnelle dans le cadre notamment des PPR, donc des agents qui sont en période de préparation au reclassement. Pour tout ce qui est donc les visites que vous voyez dans la colonne jaune, c'est des visites qui vont vraiment être sollicitées par vous, collectivité. On retrouve du coup dedans les visites d'embauche. Nous n'avons pas d'alerte, nous, quand vous avez un agent qui est embauché, que vous embauchez au niveau de votre collectivité, on n'a pas d'alerte pour pouvoir le convoquer à la médecine. Donc ça doit vraiment venir de votre propre initiative à vous. En revanche, pour les visites à la demande du médecin du travail, l'infirmière, les instances, le médecin expert et à la demande du CEP, ça, c'est des visites qui vont être organisées par nous en interne, qui vont être planifiées par notre service et vous serez toujours destinataire, quoi qu'il en soit, de la convocation et ce sera à vous de le transmettre à votre agent. Pour ce qui est des entretiens infirmiers de santé au travail, donc on appelle ça aujourd'hui des visites d'information et de prévention. Elles sont réalisées tous les 2 ans, sauf si l'infirmier estime qu'on doit modifier la périodicité et donc probablement la raccourcir. Et donc à ce moment-là, vous serez informé sur l'attestation de suivi infirmier, comme quoi il y a une poursuite des visites à un rythme différent que celui qui est fixé dans les textes, c'est-à-dire tous les 2 ans. Même chose pour les entretiens infirmiers de santé au travail. C'est notre service qui organise les visites médicales. Toutefois, vous pouvez solliciter le service avant même que les gestionnaires du service le fassent pour organiser une journée au sein de votre collectivité ou alors convoquer vos agents si vos agents sont vus au sein de nos locaux. Pour solliciter les visites, donc la sollicitation des visites se fait maintenant par Aura. Donc vous avez des formulaires qui sont dédiés au type de visite. Donc par rapport au type de visite que vous allez solliciter, vous aurez le formulaire donc qui est associé. Et pour effectuer le suivi des visites, vous pouvez faire le suivi par rapport à sur Agir directement. Donc quand vous allez sur le dossier de l'agent, vous avez un onglet prévention, visite médicale et ici vous pouvez voir la date de prochaine visite de votre agent et vous avez un petit œil au bout de la ligne qui vous permet le lendemain de la visite de visualiser l'avis qui va être rendu aussi bien par l'infirmier que par le médecin. Ce qui vous permet, si vous n'avez pas eu le retour de votre agent avec sa fiche d'aptitude médicale ou l'attestation de suivi, déjà d'avoir une visibilité sur l'avis qui aura été rendu, mais ce sera visible que le lendemain, puisque Agir fait une mise à jour la nuit, donc vous ne pourrez pas le voir le jour même.
au niveau du traitement des avis et notamment des avis des médecins. Donc, si on regarde l'article 24 du décret 85-603, donc seul le médecin du travail est habilité à proposer des aménagements de poste ou de conditions d'exercice, des restrictions, donc ce qu'on appelle des restrictions médicales. Lorsque l'autorité territoriale, elle ne suit pas l'avis qui a été rendu par le médecin, sa décision, elle doit être motivée par écrit et la F3SCT va être alertée du fait que la collectivité n'a pas suivi les préconisations, les restrictions du médecin et le pourquoi elle n'a pas pu le faire. Peut-être qu'elle n'a pas pu le faire ou peut-être qu'elle ne veut pas le faire. C'est deux choses différentes, mais en tout cas, il y a une alerte de la F3SCT. Par contre, ce qui est important de retenir, c'est que si vous rencontrez des difficultés pour mettre en place les restrictions ou alors que les restrictions sont vraiment totalement pas en adéquation avec le poste de travail de votre agent, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est de me contacter ou contacter les gestionnaires au niveau du service de manière à ce qu'on puisse aussi vous accompagner sur le traitement de cette situation-là. Surtout si vous avez un agent qui n'est pas forcément en arrêt de travail et qui est en poste, où il doit y avoir des restrictions mises en place et que vous ne pouvez pas encore le faire, vous aider dans le maintien de l'activité de l'agent et puis sur la suite à donner au dossier pour voir si on ne s'orienterait pas plus sur soit un changement d'affectation, soit un reclassement ou des choses comme ça. Mais il est vraiment le premier réflexe vraiment à avoir, c'est de nous contacter en priorité de manière à ce qu'on n'ait pas des dossiers, des situations qui, entre guillemets, pourrissent un petit peu et qu'on laisse de côté et qu'on puisse être vraiment réactif sur ce point-là. Voilà le petit rappel qu'il y avait que je souhaitais faire sur le service de médecine professionnelle et préventive. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le A chat. priori, Charline, il n'y a pas de questions dans le chat. Alors moi, c'était juste une petite précision, enfin vous l'avez dit, mais c'est vrai, on parle de cotisation sur la masse salariale, c'est effectivement, comme l'a dit Charline, pas tout à fait exact, c'est pas la totalité de la masse salariale, parce que généralement, on parle de masse salariale en mettant les bruts chargés, alors que là, en fait, c'est l'assiette de cotisation au Sécu, c'est-à-dire l'assiette de cotisation qui est assez universelle, qui permet de calculer les cotisations aux caisses de retraite, à la Sécu, etc. etc. Ah, C'est mais ça. c'est vrai que Après dans ça, ce le, détail-là, il est mis ouais, dans la convention de toute il est façon. mis dans la convention parce Voilà. qu'il ne faudrait pas faire d'erreur si vous voulez simuler le tarif, le coût du service, à prendre toute la masse salariale parce qu'elle est beaucoup plus importante que cette assiette-là. Mais c'est voilà, c'est juste un petit raccourci, comme l'avait dit Charline, c'est juste pour compléter, c'est une partie de la masse salariale uniquement. Alors, il y a une petite question qui est arrivée. Je viens de voir que j'avais une visite programmée en décembre dernier sur Agir. Ah, je n'ai eu aucun mail et je n'y suis pas allé. Je ne connaissais pas cette info sur Agir. Donc, Alors les convocations, elles sont adressées surtout sur les mails qui sont renseignés dans Agir, dans la partie collectivité, les mails de contact. Donc du coup, bien vérifier que cette donnée, elle est bien à jour, que l'adresse mail de la collectivité n'a pas changé, ouais. pour déjà s'assurer de ça. Et puis, non, c'est tout ce que je voulais Ouais, dire. c'est vraiment mettre à jour vos référents. On pourra toujours refaire un petit topo, mais c'est vrai que les référents, ils ont fait l'objet, les référents thématiques ont fait l'objet d'une mise à jour, les élus aussi, et sur Agir, c'est vrai il y a deux choses à faire, c'est vraiment vérifier le référent et l'adresse mail de la collectivité sur Agir. C'est ça, comme les visites médicales sont gérées sur Agir, on prend, je pense que c'est paramétré directement sur l'adresse mail indiquée dans collectivité, en dessous de l'adresse postale d'ailleurs, il y a adresse postale de mémoire, et puis ensuite l'adresse de la collectivité, ou les adresses des collectivités, on peut en mettre plusieurs. Donc là, il faut vérifier bien que ce soit le bon mail, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Après, on pourra revoir directement avec Madame Boyer quand la convocation a-t-elle été envoyée et puis qu'on pourra regarder ensemble si elle souhaite. Oui, oui, on n'est pas forcément parfait aussi, il peut y avoir une erreur de notre côté aussi. Enfin, on va tirer au clair cette question-là. Oui, Pas bien sûr. pas de problème. Sur la médecine, ouais, juste peut-être un mot, parce qu'on a vu ça hier, on a quasiment doublé les effectifs d'agents surveillés quand même sur les 8 ans, sur les 9 ans d'ailleurs. On a parlé du C'est 9e ça. anniversaire du service, on était parti aux alentours de 4500, 4600 agents. On doit être un peu plus, presque 9000, pas loin de 9000, Presque 9000 Charline. agents, oui. Voilà. Avec une activité qui déborde en fait sur des administrations d'État et hospitalières, comme la loi le permet d'ailleurs.
Mmh. Donc voilà, c'est c'est un peu l'évolution sur les dernières années, donc on a quand même beaucoup d'agents à voir. Ah oui, alors, bah, Madame Boyer, enfin, je vous laisse avec Charline, Madame Boyer, pour les agents, parce qu'apparemment c'était des convocations pour tous les agents de la collectivité. Oui, oui, bah, Ok. du coup, je vais remettre juste le numéro de téléphone du service et puis qu'elle revoie directement. Ouais. Je sais pas par contre la collectivité de rattachement, enfin de Madame Boyer, si vous pouvez nous le mettre dans le chat comme ça, Charline, si elle Mmh. ne voit pas Oui. exactement quelle Et du collectivité coup, c'est. oui, ça me permet juste de rebondir sur ce que vous venez de dire, Frédéric, par rapport à la collectivité de rattachement. Pour les agents qui sont multi-collectivités, Oui. la convocation, elle est envoyée à l'employeur où l'agent effectue le plus d'heures. Donc, du coup, c'est la collectivité principale qui va Mhm. recevoir les convocations pour l'agent. Et effectivement, il va ressortir sur cette collectivité-là. Mais du coup, l'avis d'aptitude, en tout cas, si l'agent effectue le même Le même poste métier. dans plusieurs collectivités, il est aussi valable pour les autres collectivités. Il n'y a pas une visite à faire pour chaque collectivité. C'est bien une seule visite Ouais. et ça sera valable pour toutes les collectivités. Ouais. Donc collectivité principale, là où l'agent fait le plus d'heures, s'il y a égalité, s'il y a du 50-50, c'est celle qui a la plus grande ancienneté. Bref, en tout cas, c'est important de le savoir. C'est Une ça. autre petite question, effectivement, à Romont, il y avait la secrétaire de mairie qui est absente depuis septembre. Est-ce que la collectivité va être facturée là? Pareil, je vous invite à prendre contact avec Charline et puis on va regarder ce qu'on peut Oui, faire. oui. Oui, Effectivement, oui, vous me s'il rappelez, il y n'y a avait pas de souci. personne au bout du fil, ça va être dur de vous facturer une absence non excusée. Bien Ok. sûr, On a un bien taux sûr. de non excusé de 3,5 et 4%. Donc c'est pas, voilà, ça peut arriver et ça représente peu de visites non excusées quand même. Voilà, c'est tout bon pour Charline. Puis s'il y a d'autres questions, C'est tout n'hésitez bon pour pas. moi. Oui, oui, Charline je reste reste au connectée. contact. On va passer au sujet des promotions internes, puisque ça, c'est le marronnier de la fonction publique, Émilie. Ça revient tous les ans, à peu près à la même période. C'est plutôt des bonnes nouvelles. Ça évolue plutôt vers un élargissement de la promo interne. Dites-nous tout. Déjà, bonjour à tous. Donc, qui dit début d'année dit lancement des deux grosses procédures de promotion des agents, donc à savoir la promotion interne, mais aussi l'avancement de grade. Donc, l'avancement de grade a été lancé début février, la promotion interne mi-février. Avant tout ça, un petit mot quand même concernant la promotion des agents. Vigilance pour effectuer que ce soit un avancement de grade ou déposer un dossier de promotion interne, il faut impérativement avoir établi ces lignes directrices de gestion. Et ça, c'est non négociable parce que juridiquement, il ne serait pas possible de procéder à une promotion d'un agent si les lignes directrices de gestion ne sont pas établies dans la collectivité. Donc, pour ce faire, on a mis en place, ça fait déjà quelques années, un outil informatique via Aura qui est gratuit, que vous pouvez retrouver directement dans l'interface Aura dans ligne directrice de gestion. C'est quelque chose d'assez intuitif, c'est une application informatique qui va vous permettre de faciliter la mise en œuvre des LDG dans votre collectivité. Si vous souhaitez bénéficier d'une formation, il y en a une qui a lieu le 13 mars prochain, je crois. Il reste de la place. Donc, si vous voulez participer à la formation ligne directrice de gestion, vous pouvez encore vous inscrire. C'est sur une demi-journée. Voilà. Et comme ça, vous repartez avec vos lignes directrices de gestion quasiment ficelées que vous aurez plus qu'à rebalayer avec votre autorité territoriale. Et je rappelle pour les lignes directrices de gestion, il faut quand même un avis du CST en amont de procéder à l'arrêté. Donc, vous pouvez toujours saisir le CST du 25 mars ou du 20 mai prochain si vous n'avez pas encore de LDG. Ça ne vous empêche pas de faire par ailleurs un dépôt de dossier de promotion interne ou d'établir un avancement de grade, de proposer un avancement de grade. Mais en tout cas, si vous n'avez pas vos LDG, il faut le faire en parallèle. Donc ça, c'était le petit mot en amont. Alors, concernant l'avancement de grade, donc je fais un petit rappel quand même, c'est un mécanisme qui concerne évidemment que les titulaires. Ça ne s'applique pas aux agents contractuels, je le rappelle. Pour les fonctionnaires, vous savez qu'on a un mécanisme d'avancement d'échelon qui, lui, est automatique en fonction de l'ancienneté. Mais l'avancement de grade, ce qu'il faut savoir, c'est que ça relève d'une décision expresse de l'autorité territoriale, ce n'est pas un dû. Et ça implique normalement aussi une évolution dans un poste, un changement de poste. Voilà. Donc, quand on propose quelqu'un à l'avancement de grade, il faut que la fiche de poste évolue et il faut que les fonctions soient en adéquation avec
la possibilité de proposer son agent à l'avancement de grade. Donc, il n'est pas de droit. Du coup, début février, vous avez tous reçu normalement un mail concernant l'avancement de grade. Donc, si vous allez sur le site du CDG 88, je vais peut-être partager mon écran tout de suite. Vous me dites quand c'est bon, si ça fonctionne. Alors, pas encore. Non, ça a du mal, mais moi, j'arrive pas. Des fois, ça nécessite plusieurs clics, tu sais, sur les vignettes de partage. Je recommence. Ouais, non. Ça y est, normalement, c'est tout bon. Est-ce que vous voyez l'écran de base Ouais. du site du CDG? Voilà. Donc, Tout à c'est fait. toujours l'onglet carrière. Alors, pour l'avancement de grade, vous avez dans carrière, vous avez avancement de grade. Donc, vous retrouvez quand même tout, promotion interne, avancement d'échelon. Je fais quand même la promotion de notre petit onglet carrière. Mais dans avancement de grade, donc du coup, vous avez tout ce qui est associé à l'avancement de grade 2025, c'est-à-dire la circulaire où vous avez les grandes références juridiques, le tableau d'avancement de grade 2025. Donc ça, c'est toutes les conditions que doit remplir un agent pour pouvoir être proposé à l'avancement de grade, puisque bien évidemment, il faut remplir des conditions d'ancienneté et d'échelon. Hein. Donc, vous pourrez retrouver toutes ces conditions dans les tableaux d'avancement. Et vous avez aussi un guide utilisateur. Donc ça, c'est pour proposer vos agents via Agir, déposer un dossier, une proposition d'avancement de grade. Ça se fait uniquement via le logiciel Agir. Et là, vous avez vraiment une notice pas à pas qui est assez complète et qui vous indique comment proposer votre agent via Agir pour avoir un avancement de grade. Vous avez aussi la possibilité de visualiser sur Agir tous les agents qui sont promouvables pour l'année 2025 à l'avancement de grade. Alors, bien évidemment, Agir, c'est un logiciel, voilà, c'est pas science exacte non plus. Il y a des cas particuliers d'avancement de grade qu'il ne prend pas en compte. Donc, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à revenir vers moi via Aura et puis on étudiera la situation de votre agent en particulier. Parce qu'il y a des situations qu'Agir ne prend pas en compte. Hein, les dispos pour du parental, par exemple, tout ça, il ne sait pas traiter. Voilà. Concernant l'avancement de grade, ce qu'il faut, alors, les points de vigilance qu'on pourrait avoir, donc c'est quand pour les agents intercommunaux, c'est d'avoir voilà l'aval de tous les employeurs en amont. De toute façon, il faut proposer un dossier par collectivité. Après, il faut revenir vers nous, mais il y a la règle des 2/3 qui s'applique. Donc ça, si vous avez si vous êtes agent intercommunal, n'hésitez pas voilà, à vraiment revenir vers nous, regardez dans la circulaire la règle qui s'applique pour votre cas. En tout cas, pour nommer l'agent sur le nouveau grade, donc il y a une délibération qui crée l'emploi qui doit être prise, sauf si l'emploi est vacant déjà dans votre collectivité. Hein, vous n'avez pas à recréer un emploi si vous avez déjà un emploi vacant. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'avancement de grade, par exemple, si vous avez un agent qui est promouvable au 1er janvier et que l'emploi est déjà créé chez vous, vous pouvez le nommer rétroactivement sur ce nouveau grade au 1er janvier. Ça, c'est possible que si l'emploi est créé. Si vous devez prendre une délibération pour créer le nouvel emploi, il faut attendre, bien évidemment, votre conseil municipal et la prise de délibération pour que cet avancement de grade soit effectif. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà. La nomination rétroactive, elle est possible que si l'emploi existe. S'il n'existe pas, il faut attendre la création du poste. Hein, voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'avancement de grade, contrairement à la promotion interne, eh ben, ça se fait tout au long de l'année. Hein. Vous n'êtes pas contraint voilà, à un dépôt de proposition. Vous pouvez faire ça. Alors, quand je dis tout au long de l'année, c'est sûr que je sais que, allez, vers le 24 décembre, j'ai toujours des collectivités qui se réveillent et puis qui veulent proposer absolument leur agent pour la fin de l'année. Donc là encore, c'est tout à fait possible pour moi, mais il faut avoir créé le poste et que le poste soit disponible. Parce que si vous n'avez pas créé le poste, ça ne sert à rien de proposer un agent en fin d'année. Hein. Voilà pour l'avancement de grade. Donc si vous avez des cas particuliers, n'hésitez pas à revenir vers nous. Concernant la promotion interne, donc là, la promotion interne, contrairement à l'avancement de grade où on évolue dans un cadre d'emploi, par exemple pour l'avancement de grade, on passe de grade de base vers principal deuxième classe ou principal première classe. Là, la promotion interne, ça vise une catégorie hiérarchique normalement supérieure. C'est-à-dire, par exemple, je suis adjoint administratif, j'aimerais passer rédacteur en catégorie B, donc je suis C, je veux passer B. Ça se fait par la promotion interne. Donc,
ce que je redis aussi, c'est que la promotion interne, c'est une voie dérogatoire. La voie officielle pour normalement, enfin officielle, la voie royale, je ne sais pas comment on dit, la voie normale pour évoluer dans sa carrière, c'est quand même le passage d'un concours. La promotion interne reste une voie dérogatoire. C'est pour ça qu'elle est entachée de quotas. Alors, les quotas ont été revus l'année dernière. On a élargi les quotas. On s'est bien rendu compte que ce mécanisme de promotion interne, ça méritait d'être révisé et que d'autres postes soient ouverts. Donc, on a élargi enfin, j'avais déjà expliqué ça l'année dernière, mais on peut proposer maintenant plus de postes. Donc, du coup, c'est accès à une catégorie hiérarchique supérieure, sauf pour les adjoints techniques ou les ATSEM qui aimeraient atterrir sur le grade d'agent de maîtrise. Donc là, il restera en C, mais c'est quand même de la promotion interne. C'est le seul cas à part de C vers C, mais normalement, c'est toujours de C vers B ou de B vers A. Voilà. Donc, il y a maintenant 2 sortes de promotion interne. Ce que j'appelle la promotion interne voie classique. Donc là, on parle de toutes les autres promotions, enfin de toutes les promotions internes qui existaient avant la revalorisation du métier de secrétaire général de mairie. Et ça, j'en parlerai après, c'est une promotion interne dérogatoire. Mais pour la promotion interne qu'on connaît, classique, donc du coup, il faut aussi déposer des dossiers sur Agir. Ils sont à déposer avant, si je ne dis pas de bêtises, j'ai marqué quoi? Le jeudi 15 mai 2025. Donc, vous avez quand même du 15 février au 15 mai pour déposer vos dossiers. Alors, je sais que généralement, vers début mai, tout le monde s'active pour déposer les dossiers. Mais si vous pouviez déjà un petit peu anticiper, surtout pour la promo interne classique, il y a déjà pas mal de documents voilà, à transmettre et de justificatifs. Donc, essayez d'anticiper au maximum. Concernant, alors il y a quelques points de vigilance pour la promo interne classique aussi. J'ai beaucoup de questions concernant, par exemple, les justificatifs relatifs à l'expérience professionnelle. Alors, c'est quelque chose à pas négliger, l'expérience professionnelle, puisque si vous allez voir, donc de la même façon, je ne vais pas vous remontrer le chemin pour aller regarder la page dédiée à la promotion interne sur le site CDG 88, mais c'est toujours de la même façon. On va dans carrière, il y a promotion interne. On a même fait une actualité de promotion interne. Donc là, vous retrouverez également toutes les conditions à remplir, parce que contrairement à l'avancement de grade, où vous pouvez voir les promouvables à l'avancement de grade par Agir, là, c'est vraiment toute la collectivité qui doit voir si l'agent il remplit les conditions pour déposer un dossier de promotion interne. C'est à vous d'établir ça. Donc, toutes les conditions sont visibles dans le tableau des conditions de dépôt de dossier de promotion interne. On a aussi une circulaire qui vous accompagne. Il y a aussi le barème de cotation, puisque vous savez que pour la promotion interne classique, il y a un barème de cotation qui est établi pour, pour coter les dossiers qu'on reçoit dans chaque cadre d'emploi. Et donc, j'en étais à mon justificatif relatif à l'expérience professionnelle. Si on regarde dans le barème de cotation, ça vaut quand même 15 points. Et c'est une partie qui est souvent négligée et peu remplie. Donc, j'insiste dessus. Donc, l'expérience professionnelle, qu'est-ce qu'il faudrait mettre pour pièce justificative? Eh ben, c'est par exemple les expériences que vous avez eues dans le privé qui peuvent apporter un plus dans le dépôt de dossier de promotion interne. Par exemple, pour le cadre d'emploi de rédacteur, si vous aviez exercé, je sais pas moi, des métiers dans le privé avec, je sais pas, de la comptabilité, de l'encadrement, n'importe quoi, ça c'est tout ce que vous pourrez mettre, voilà, pour apporter un plus à votre dossier. Il y a aussi, si vous faites partie d'une association, si vous êtes trésorière, présidente d'une association, ça aussi, ça peut être valorisé pour votre dépôt de dossier de promotion interne. Et si jamais vous n'avez aucune expérience professionnelle, que vous êtes purement issu de la fonction publique territoriale et que vous n'avez rien à côté, vous mettez quand même, parce que c'est une pièce obligatoire, vous mettez votre arrêté de titularisation dans la fonction publique. Puis moi, je comprendrai que de toute façon, il n'y a pas d'autre expérience professionnelle que votre carrière dans le public. Voilà. Vous avez la possibilité aussi, maintenant, via Agir, de dupliquer un dossier que vous avez déjà présenté l'année précédente. Donc ça, c'est pas mal puisque vous avez voilà, la possibilité de dupliquer, de ne pas tout remplir, de juste remettre les formations peut-être à jour que vous avez fait en 2024, enfin, voilà, ou des pièces qui vous paraissent que vous devez changer, mais vous ne repartez pas de zéro. Au niveau de la création de l'emploi par délibération,
contrairement à l'avancement de grade, là, il faut attendre quand même que votre agent il soit sur une liste d'aptitudes pour créer l'emploi. Ça ne sert à rien de créer un emploi juste en déposant un dossier de promotion interne. Il n'y a aucune certitude dans la promotion interne classique que votre agent il soit inscrit sur liste d'aptitudes. Je rappelle que j'ai quand même souvent, par exemple, dans les rédacteurs, 9 postes pour 80 dépôts de dossiers. Donc, ça ne sert à rien de créer un emploi pour rien. Hein, voilà. Pour les agents intercommunaux, dans la voie de promotion interne classique, il est important aussi de déposer un dossier pour chaque employeur. Voilà. Il faut une sorte de, il faut que les autorités territoriales se mettent d'accord pour proposer l'agent dans la catégorie supérieure. Et il faut que les fonctions soient en adéquation avec ce qu'ils vont exercer aussi. Donc ça, c'était pour la promotion interne classique. Donc ça ne bouge pas. Vous avez la liste des postes aussi sur le site CDG 88. Hein, vous verrez, il y a toute une série de postes ouverts. Il y a des cadres d'emploi malheureusement, où pas de postes ne sont proposés cette année. Vous pourrez vérifier tout ça sur notre site CDG 88. Et là, je vais m'attarder un peu plus sur la promotion interne, donc voie dérogatoire. Donc celle-ci, elle est issue de la loi de 2023 qui tend à revaloriser le métier de secrétaire général de mairie. Donc, alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les agents qui exercent les fonctions de secrétaire général de mairie, donc du coup, elles ont une voie dérogatoire de promotion interne qui leur est ouverte pour accéder au cadre d'emploi de rédacteur. Et là, quand vous ferez un dépôt de dossier sur Agir, faites attention puisque vous pouvez soit cocher je souhaite déposer un dossier dans rédacteur tout court. Donc ça, c'est pour Bonjour Sandrine. c'est pour les agencés qui voudraient devenir rédacteurs dans des collectivités, mais qui ne sont pas secrétaires généraux de mairie, qui sont adjoints administratifs ou autres dans une Comcom ou dans une autre collectivité, peu importe. Et vous avez le cadre d'emploi rédacteur, entre parenthèses, secrétaire général de mairie. Et ces secrétaires généraux de mairie, il faut qu'elles prennent vraiment ce dossier-là, sur Agir. Il ne faut pas se tromper. Tout est marqué dans la circulaire, mais je préfère le répéter. Donc, quand est-ce qu'une secrétaire de mairie peut déposer un dossier dans la voie dérogatoire? Donc, lorsqu'elle relève d'un grade d'avancement, donc je le répète, normalement, on ne peut pas exercer le métier de secrétaire général de mairie quand on est sur un grade d'adjoint administratif de base. Il faut être, la loi dit, au minimum principal deuxième classe ou première classe. Donc ça, c'est déjà une première condition. Il faut justifier de 4 ans d'exercice de fonction de secrétaire général de mairie. Donc ça peut être 4 ans dans plusieurs communes, même avec des interruptions, il n'y a pas de souci, mais il faut justifier qu'on a bien et réellement effectué le métier de secrétaire général de mairie pendant 4 ans. 4 ans, ça ne veut pas dire 4 ans à temps plein. Même quelqu'un qui est à temps partiel, ça compte, il n'y a pas de souci. Il faut être en fonction quand on dépose le dossier, bien évidemment. On ne pourrait pas se dire, bon, je ne suis plus secrétaire de mairie, mais comme je l'ai été 4 ans, voilà, je peux quand même déposer un dossier. Non, il faut être vraiment en fonction quand on veut déposer le dossier. Et surtout, ce qui a posé problème l'année dernière, parce que cette voie dérogatoire, on l'a déjà instaurée l'année dernière, ce qui a posé problème, c'est les formations professionnelles. C'est-à-dire qu'il faut être à jour de ces formations professionnelles. Il faut avoir exécuté 2 jours sur les 5 dernières années. 2 jours de formation CNFPT. Quand vous n'avez pas les 2 jours de formation CNFPT sur les 5 dernières années, donc ça veut dire de 2020, 1er janvier 2020 à 31 décembre 2024, vous pouvez toujours voir avec le CNFPT, parce que vous avez peut-être sans doute, vous, secrétaire de mairie, été formé sur un logiciel Berger-Levrault, peut-être au conseil départemental, vous avez eu des formations sans doute hors CNFPT, et ça, vous pouvez vous les faire valider par le CNFPT, ils vous accordent une dispense, mais que eux seuls peuvent faire. Ça ne sert à rien de me déposer des dossiers avec des formations Berger-Levrault. Moi, je n'ai pas la capacité, ni le CDG, de valider ces formations. Il faut vraiment passer par le CNFPT pour avoir la dispense. Voilà. Donc, oui. Juste sur ce sujet-là, oui. Ces demandes de dispense, en plus, elles se font sur la plateforme CNFPT. Ça Exactement. se fait en ligne. Oui, donc, c'est assez simple. Voilà. Oui. On a demandé au CNFPT d'intervenir sur des visios futures. Peut-être que ça peut être un sujet, cette procédure de dispense. Je sais que c'était une grosse problématique l'année dernière, donc ça a quand même bien fonctionné. Ils sont assez réactifs, il n'y a pas de souci. Tout se fait en ligne normalement et on peut même les contacter s'il y a des problèmes. Donc, je résume.
pour la promotion interne dérogatoire, 4 ans d'exercice de fonction de secrétaire général de mairie. Il faut être nommé aussi secrétaire général de mairie par arrêté dans sa mairie. Et j'insiste bien sur mairie, je dis plein de fois mairie parce que du coup, cette promotion interne dérogatoire, elle s'applique que pour les secrétaires qui travaillent dans des mairies. On verra après le problème qui se pose pour celles qui sont à la fois dans les mairies et à la fois dans un syndicat. J'y reviendrai après. Donc, 4 ans, être nommé secrétaire général de mairie et être à jour de ses formations. Donc, quand vous remplissez ces conditions, vous pouvez déposer un dossier de promotion interne dérogatoire sur Agir. Il n'y aura pas de quota. Si vous remplissez les conditions, vous serez normalement sur une liste d'aptitudes rédacteur. Voilà. Alors, les points de vigilance, c'est il faut déjà prendre son arrêté de nomination aux fonctions de secrétaire général de mairie. Donc ça, normalement, c'est obligatoire depuis le 1er janvier 2024, mais je vois que certaines communes ou certaines collectivités n'ont pas encore nommé leur secrétaire général de mairie ou peut-être hésitent entre deux. Simplement, il va falloir trancher et faire un choix puisque la trésorerie, à un moment donné, va dire il n'y a que celle qui est nommée secrétaire générale de mairie qui pourra recevoir la NBI 30 points qui est attribuée à cet effet. Et donc, on ne pourra plus être 2 ou 3 à avoir la NBI de 30 points dans une commune. Voilà. Du coup, il faut bien avoir fait CLDG, puisque ce n'est pas une pièce que je demande pour la promotion interne dérogatoire, mais au niveau de la préfecture, je l'ai répété, si vous ne faites pas vos lignes directrices de gestion en amont, vous ne pourrez pas accéder à une promotion quelconque. Voilà. Et du coup, il faut bien déposer son dossier de promotion interne avant le 15 mai. Donc, cette année, j'ai fait le 15 mai pour tout le monde. Alors, on va me poser la question parce qu'il y a celles qui sont aussi sur le grade de base et qui attendraient de pouvoir évoluer, être sur un grade de principal deuxième classe ou première classe pour pouvoir enfin déposer le dossier de promotion interne. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura une deuxième session de promotion interne voie dérogatoire dans le deuxième semestre 2025. J'en ferai une exprès pour celles qui auront réussi leur examen professionnel, pour celles qui auront avancé de grade jusqu'en septembre. Voilà, vous aurez la possibilité de déposer je ne sais pas encore, mais on va dire août à fin octobre, une deuxième session de promotion interne dérogatoire, ne vous inquiétez pas. Juste un petit mot justement pour savoir un peu celles qui sont sur le grade de base, comment s'en sortir et comment pouvoir évoluer. Donc je sais qu'il y a le prochain concours de adjoint administratif principal deuxième classe qui est en 2026. On peut s'inscrire, je crois, jusque fin octobre 2025 à ce concours. Il y a quand même le concours de rédacteur, parce que je tiens quand même à préciser que c'est toujours la promotion interne, c'est une voie dérogatoire. On peut toujours passer le concours de rédacteur pour pouvoir être nommé rédacteur dans sa commune. Donc là, c'est une inscription jusqu'au 12 mars 2025. Faites attention si vous voulez passer le concours de rédacteur. Et voilà. Et si vous voulez plus de précisions sur les prochaines dates d'examen et de concours, n'hésitez pas à revenir vers nous. Il y a un service au CDG qui vous renseignera. Il n'y a pas de souci. J'espère avoir été claire. Alors, je vois qu'il y a 26 questions. Non, mais attends, en fait, Brigitte a super elle œuvre dans l'ombre. Elle œuvre dans l'ombre, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de questions et en fait, autant de réponses. Je crois, il y avait des questions les dernières. Si je peux me permettre, Frédéric, il y a une petite question par rapport aux 2 secrétaires de mairie. Est-ce qu'on peut nommer 2 secrétaires de mairie dans une même commune? Donc, j'ai précisé que c'était possible si elles étaient à temps non complet toutes les 2 et qu'elles se complétaient. Oui, mais c'est rare. Leur temps de travail. Mais bon, voilà, c'est très compliqué. Il faut remplir des conditions bien strictes. Théoriquement, on ne peut pas avoir 2 secrétaires de mairie, sauf si elles complètent leur temps. Voilà, et une qui travaille le matin, l'autre l'après-midi. Je schématise rapidement, mais c'est un peu ça. Mais qu'elles exercent vraiment les fonctions de secrétaire de mairie dans leur intégralité, toutes les 2 sur 17h30 ou alors le même temps chacune, quoi. Il n'y en a pas une qui fait par exemple le budget et l'autre l'état civil. Il faut que la mission soit complète pour les 2. Polyvalente pour les 2. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et juste un petit mot pour celles qui exercent les fonctions de secrétaire de mairie dans une commune, mais qui seraient aussi secrétaire dans un syndicat. Donc là, on a eu des rendez-vous avec la préfecture. Je sais qu'il y en a qui sont sur liste d'aptitude de l'année dernière et qui sont encore dans l'attente d'être nommés rédacteurs au sein de leur commune, puisque la préfecture en fait nous a donné une consigne qui est
Voilà, simple et clair, c'est-à-dire on bloque toutes les nominations si la secrétaire est aussi secrétaire d'un syndicat ou dans un EPCI, ou voilà, tant qu'elle n'est pas secrétaire que d'une commune, puisque la loi, c'est bien secrétaire de mairie, revalorisation du métier de secrétaire de mairie. Donc, du coup, toutes les nominations sont gelées pour celles qui sont et dans un syndicat et dans un EPCI et autres. Et Voilà. donc, on revient, Émilie, sur la clé fondamentale qui ne fait aucun débat. Si vous réussissez le concours, pour le coup, ça éclaircit et ça facilite l'ensemble des nominations dans toutes ces collectivités. Mais normalement, il y a la DGCL qui devrait apporter un éclaircissement sur ce point, puisque moi je comprends aussi, il y a des secrétaires de mairie qui font par exemple 30 heures dans une mairie, le principal de leur mission, et que 2 heures dans un syndicat. C'est quand même dommage de ne pas pouvoir être nommé rédacteur pour 2 heures dans un syndicat. Enfin voilà, faut aussi. Donc il y a des ajustements à voir, et puis on est toujours dans l'attente. Mais en tout cas, nous, le contrôle de légalité, on se conforme à ça. La préfecture nous a dit on bloque les nominations jusqu'à ce que ce soit éclairci. Voilà. Ok. Je vous propose de passer au sujet suivant, parce qu'on a passé du temps, et puis il y a beaucoup de questions, etc. On va laisser la parole à Géraldine, mais Émilie, puis Brigitte, pour le coup, vous pouvez continuer aussi à répondre sur ces questions-là dans le chat, pas de problème. Géraldine. Merci Émilie. Vas-y Géraldine. Bonjour à tous. Hop, je partage tout de suite mon écran, comme ça c'est fait. Vous me dites quand c'est OK? Ouais, c'est tout bon. C'est tout bon. OK, super. Alors aujourd'hui, moi je suis là pour vous parler du bilan de compétences. Et en fait, on a décidé déjà d'élargir très rapidement la présentation pour que vous puissiez avoir une vision globale de ce que le centre de gestion il peut vous apporter dans le cadre d'une mobilité pour un agent. Du coup, alors c'est une mission qui est obligatoire et qui est intégrée à la cotisation. L'objectif, il est de développer l'ensemble des compétences de vos agents, que ce soit subi par une problématique de santé ou que ce soit dans un vrai souhait de développement des compétences face à toutes les nouvelles connaissances qu'on demande aujourd'hui sur nos postes. Et de notre mission à nous, centre de gestion, du coup, c'est de les accompagner. Donc, pour qui? Tout agent titulaire, stagiaire et contractuel, et pour toute collectivité affiliée au centre de gestion. Donc pourquoi je le disais un petit peu, donc anticiper et s'adapter à l'évolution des missions et des métiers. Je pourrais faire un petit focus sur l'intelligence artificielle dont on parle tout le temps, mais voilà, c'est exactement des sujets, comment nos métiers vont évoluer demain avec ces connaissances-là, comment je vais développer mes connaissances, comment je m'interroge en tant qu'agent pour avancer demain. Donc dynamiser les parcours professionnels. Prévenir les risques liés à une future inadéquation de l'agent. Donc là, on peut essayer d'anticiper, et c'est ce qu'on essaye de faire au maximum avec mes collègues des instances médicales, ou quand on a des restrictions, ou quand on sait que malheureusement des agents vont avoir des difficultés à revenir dans leur collectivité, ils essayent de me mettre le plus tôt possible dans la boucle et dans l'accompagnement à la mobilité pour justement anticiper, se projeter sur un nouveau projet professionnel. Se positionner comme un acteur majeur de l'épanouissement professionnel des agents. En tant qu'employeur, forcément, si j'invite mes collaborateurs à développer leurs compétences et à se poser les bonnes questions, voilà, je me positionne comme acteur, je développe mon attractivité, je vais parler de marque employeur également, et je vais aller dynamiser l'emploi dans la fonction publique au sens large. À quel moment? En fait, quand vous voulez, que ce soit à l'initiative de l'agent ou à votre initiative en tant qu'employeur. Donc, il peut y avoir juste un souhait de mobilité, que ce soit sur un poste, une collectivité, que ce soit un projet professionnel de reconversion, ou alors j'ai un inconfort dans un poste, que ce soit par le travail ou que ce soit relationnel. J'ai besoin d'une information ou, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à une problématique de santé. Sur l'employeur, donc ça peut être une évolution de ma structure, donc une évolution du poste en lui-même, une réorganisation des services ou une situation professionnelle difficile. Dans les deux cas, demande sur Aura, cellule mobilité.
Donc, voilà, vous avez la possibilité de nous demander en fait d'interagir. Donc, en fait, sur Aura, il y a une demande de rendez-vous qui se fera en présentiel, donc par un conseiller en évolution professionnelle, donc c'est-à-dire moi. Donc c'est un entretien dans un premier temps qui dure 1 heure, qui peut se faire pendant ou hors temps de travail, donc en fonction de l'organisation et aussi, en fonction de si, la collectivité, elle est informée puisque l'agent a le droit, c'est un des seuls services du centre de gestion, je crois, où l'agent a le droit de nous contacter en direct, sans avoir votre accord, en amont. Donc ce rendez-vous mobilité, trois possibilités, donc en moyenne 1 heure. Soit on va venir donc du coup, définir quel est le besoin véritable de l'agent. Donc, on va essayer d'informer, de conseiller en fonction du souhait, encore une fois. Donc ça peut être très simple, hein, je veux juste changer de collectivité. Donc à ce moment-là, j'ai avoir besoin d'un accompagnement sur la lettre de motivation, le CV, comment rechercher un emploi sur emploi territorial, voilà. Ou ça va être un peu plus profond. Et là, on va pouvoir détecter un besoin d'accompagnement sur du bilan de compétences. Voilà. Donc j'arrive sur mon bilan de compétences et c'est là que ça va être c'est pendant ce rendez-vous de mobilité que ça peut être préconisé. Donc ce premier rendez-vous dans le cadre de la cellule mobilité, je rappelle qu'il est confidentiel, donc il est sans convention, il est inclus dans la cotisation, donc il ne génère pas de compte rendu. Donc en tant qu'employeur, vous n'avez pas forcément le retour de votre agent. Mais bien entendu, pour toute demande, c'est à l'employeur qu'on doit l'effectuer, hein. Donc nous, on invite bien entendu l'agent à venir vers vous. Sur le bilan de compétences, alors je vous ai mis un focus également à l'accompagnement à la VAE, puisque c'est des nouvelles prestations qui sont proposées par le centre de gestion, donc il faut savoir que ça existe. Donc le bilan de compétences, c'est quoi? Et l'objectif, c'est d'accompagner un agent sur toutes les possibilités possibles de parcours professionnel, où on va vraiment aller retravailler sur ses valeurs, on va aller retravailler sur tout ce qu'il a acquis le long de son parcours professionnel, toutes les compétences transférables sur son nouveau projet, sur son cahier des charges en termes d'environnement de travail. Donc on va vraiment travailler avec lui, avec des exercices, on lui donne des devoirs, des interviews métiers, on vient sécuriser le professionnel, c'est très très riche. Et l'objectif, c'est vraiment de prendre de la hauteur sur son parcours et puis de venir se poser les bonnes questions. Nous, en tant que conseillers en évolution professionnelle, on est des guides, hein, on accompagne, donc c'est toujours la réflexion de l'agent qui est vraiment mis en avant. C'est pas de tout repos, Géraldine, pour l'agent, hein. Il faut vraiment qu'il soit Non, acteur, devoir à la maison, etc. Je pense interviewer aussi son entourage. Enfin, je connais très très peu le domaine, mais c'est une implication aussi de l'agent. tout à fait. Il faut vraiment être prêt. C'est important de le souligner parce que psychologiquement, des fois, les agences, ça les chamboule un petit peu. Parce qu'on vient remuer en effet, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que vous avez travaillé ces compétences-là? Est-ce que c'est des choix? Pourquoi? Enfin voilà, on les fait s'interroger aussi. Des fois, on remonte même sur l'histoire des parents, de la famille, enfin, voilà, les valeurs, ce qui peuvent animer. Donc ça bouleverse un petit peu. D'ailleurs, c'est pour ça que on est aussi je suis accompagnée par notre psychologue du travail, Mickaël, hein, qui m'aide sur le bilan parce qu'on a c'est pas du coaching, hein, mais c'est vraiment une vraie interrogation. Donc, ça nécessite beaucoup de travail à titre personnel. Donc, pour ce faire, on a proposé en fait plusieurs offres en termes de volume d'heures. Donc, le minimum, c'est 18 heures d'accompagnement, avec 12 heures d'accompagnement en face à face, mais on peut aller jusqu'à 24 heures. Habituellement, les entretiens, ils se font au centre de gestion, où on organise en fait un planning dès l'acceptation du bilan pour toute la durée, mais nous, l'objectif, c'est de nous adapter à l'agent. Donc, bien entendu, on sait être flexible. Donc, c'est sous accord de la collectivité. Donc, c'est pour ça que c'est une convention tripartite, hein. Donc, il nous faut là l'accord de la collectivité. Et on a un tarif à l'heure qui est de 100 €. Donc, voilà, 18 heures au minimum, on est à 1800. Pour votre information, on a la possibilité de prendre en charge l'intégralité, enfin le plafond, il est de 2 000 € du bilan de compétences si l'agent est porteur d'une reconnaissance handicapée par le FIP. Voilà, donc là, c'est habituellement nous qui prenons en charge le dossier avec nos collègues du pacte pour avoir les prises en charge FIP, donc c'est assez transparent.
Très rapidement, l'accompagnement à la VAE, qui aujourd'hui est une nouvelle prestation qui a été validée par le conseil d'administration fin d'année. Donc là, on est vraiment sur l'accompagnement à la validation d'un diplôme. Donc là, on est sur un accompagnement qui est plus très, très, très réglementé, donc très structuré. Ça dure 24 heures. Même principe, accord obligatoire de la collectivité et un tarif à 1 680 €. Alors comment je vais très, très, très vite dessus puisque je l'ai déjà dit, donc du coup, l'agent, il demande à son employeur par écrit une demande de bilan à effectuer auprès du CDG. À ce moment-là, demande sur Aura, réalisation de devis et après on enchaîne. Un point important, il n'y a pas de compte-rendu rendu à la collectivité du bilan. C'est un point de vue réglementaire en fait. La synthèse d'un bilan de compétences appartient à l'agent et nous n'avons pas le droit de rendre ce bilan à la collectivité, à l'employeur. Voilà, c'est important de leur préciser. Pourquoi choisir le centre de gestion? Alors déjà parce qu'on a des experts métiers. Je vous parlais de Mickaël qui est psychologue du travail et qui ça fait plus de 10 ans qu'il fait des bilans de compétences et encore 10 ans, je suis gentille. Donc moi, je suis un petit peu plus jeune, mais voilà, je l'accompagne en tant que conseiller en évolution professionnelle. J'ai un diplôme, je suis coach en reconversion. Et surtout parce qu'en fait, on a le réseau, on a la mise en relation. Et l'objectif du bilan de compétences, c'est d'arriver avec un plan d'action sur un nouveau métier, des nouvelles pistes. Et là, on a tout le bénéfice du centre de gestion, c'est de pouvoir vous mettre en relation avec les bonnes personnes, avec les bonnes formations, avec les bons interlocuteurs pour les immersions. Et on a également notre service de mission temporaire qui peut aider à la faisabilité du projet aussi. Et c'est également notre connaissance très variée des domaines, puisque moi j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans le privé, donc j'ai la double casquette. Donc j'ai des agents qui viennent aussi me voir en disant voilà, moi j'envisage de quitter la fonction publique, dont acte. On ne se ferme aucune porte dans un bilan, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Merci pour votre attention. Je suis allée assez vite. Ouais, c'est très bien. Alors, il n'y a pas de questions à proprement parler sur le bilan de compétences VAE. Essayez de rester connecté encore, parce que souvent les questions arrivent. Ah bah voilà. Qui prend en charge le bilan de compétences, l'employeur, l'agent, par le CPF ou autre, Géraldine? Alors, CPF dans la fonction publique territoriale, je vous rappelle que ce sont des heures et non des euros, contrairement dans le privé, qui sont mis sur le compte. Donc, obligation de l'accord d'employeur, puisque c'est l'employeur, in fine, qui payera le bilan. Oui, et on rappelle aussi sur peut-être l'intervention du FIPH pour les personnes qui ont une RQTH. Là, c'est toujours possible, c'est mobilisable dans le cadre du catalogue, c'est ça? Oui, du coup, je l'ai précisé lors de ma présentation. Oui, juste en rappel, bien sûr. Oui, en rappel, vraiment, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une grande majorité d'agents accompagnés en bilan qui ont des reconnaissances handicapés et qui donc, du coup, on a fait des demandes de prise en charge avec le FIP. Jusqu'à 2 000 €. Voilà, tout à fait. Voilà, donc ça rentre facile. Ok, merci beaucoup Géraldine. Donc c'était la question. Donc voilà, si jamais il y en avait encore, n'hésitez pas. Alors on va arriver à l'avant-dernière séquence. Je vais vous parler et je vais vous partager un petit document sur la modification de l'indemnisation des fonctionnaires, qui soient d'ailleurs d'État, hospitaliers ou territoriaux, mais des fonctionnaires quand ils sont en maladie ordinaire, en congé de maladie ordinaire. Puisque comme vous le savez, la loi de finances parue en février dernier prévoit en fait une indemnisation non plus à 100%, mais à 90%. Alors, je vais vous partager ça, mais à 90% en fait du traitement de l'agent. Alors attendez, j'ai moi-même du mal à partager, je ne sais pas pourquoi. Alors, quelques petites secondes. Hop. Alors, décidément, j'ai toujours du mal, moi. Pourtant, le test a été fait tout à l'heure, mais je n'ai pas mon... Alors, moi, je vais partager l'écran.
Et puis, ça devrait le faire. Et un peu capricieux aujourd'hui. Voilà. Alors, voilà donc, est-ce que vous voyez mon document? Oui, c'est tout bon. Ouais, c'est tout bon. Ok. Donc, on a bien une réduction de l'indemnisation des arrêts de maladie ordinaire. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a pas mal d'éléments en fait dont on est certain et qui vont pouvoir être appliqués à partir du 1er mars prochain. Il y a d'autres éléments, on va vous les lister et vous en parler, sur lesquels on attend encore des précisions. Donc, ce dont on est sûr, c'est que l'article 189 de la loi de finances prévoit donc pour les fonctionnaires placés en congé de maladie ordinaire une indemnisation non plus à 100%, mais à 90% de leur traitement sur les 3 premiers mois d'arrêt. Ne vous inquiétez pas, il y a un petit schéma qui va récapituler tout ce que je vous dis juste après. Vous allez tout de suite comprendre. Donc cette disposition, ce dont on est sûr, c'est qu'elle s'applique uniquement au congé de maladie ordinaire. Donc elle ne s'applique pas au congé de longue maladie, de longue durée, au congé pour action du travail, CITIS, au congé maternité et autres. Donc c'est vraiment assez restreint. Elle ne concerne que les 3 premiers mois d'arrêt de l'agent. Ce que l'on sait aussi, c'est que cette mesure, elle est sans incidence sur le supplément familial de traitement. Donc, il n'y aura pas un versement de 90% du SFT, mais bien de 100% du SFT, comme d'habitude. De l'indemnité de résidence, mais j'en parle pas parce que je crois que dans les Vosges, il n'y a pas de zone indemnité de résidence. Donc, voilà. Et surtout, ce dont on est sûr aussi, c'est que la mesure ne concerne pas le sort du régime indemnitaire. Donc le régime indemnitaire, effectivement, il convient de se référer à la décision de la collectivité, décision qui prend la forme d'une délibération pour préciser en fait le motif, enfin le traitement en fait le traitement du régime indemnitaire. Donc le petit schéma, si vous voyez toujours mon écran, le petit schéma est le suivant. Sur la gauche, on vous a remis en fait une infographie de ce qui se passe donc avant le 1er mars, date d'effet en fait de la mesure. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, puisque nous sommes le 27 février, nous avons donc les 3 premiers mois donc totalement en bleu à 100%, et ensuite une indemnisation donc à demi-traitement de l'agent, donc en bleu la part versée par l'employeur, en orange si l'agent a une prévoyance, les 45% complétés par la prévoyance, et ensuite une perte de salaire de 5%. Donc parce que le contrat de prévoyance ne prend que 45. Demain, à partir donc pour les arrêts de maladie ordinaire qui débutent à compter du 1er mars, donc je suis bien précis là-dessus, c'est les arrêts de maladie ordinaire qui débutent donc ce samedi, si je ne dis pas de bêtises, et bien en fait on va avoir une modification donc sur uniquement ces 3 premiers mois, donc avec une indemnisation, donc 90% du traitement versé par l'employeur et 10% retenu, donc non versé à l'agent, sans qu'il n'y ait aucune intervention possible d'une garantie de mutuelle de prévoyance. Ensuite, au-delà des 3 mois, donc à partir du 91e jour, on retombe en fait exactement sur le régime actuel, en fait, qui est donc du demi-traitement à 50%, de la prévoyance si l'agent a une prévoyance, et d'une perte de salaire, une perte d'indemnisation de 5%. Alors voilà, je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. Je termine juste mon petit propos sur aussi une modalité dont on s'est aperçu tout récemment. La DGCL, si vous aviez ça encore en tête, avait préconisé en fait que pour les arrêts de maladie ordinaire qui n'engendrent aucune conséquence sur la rémunération, l'arrêté de CMO, de maladie ordinaire, n'était pas nécessaire. Avec cette mesure-là, comme il y a un impact en fait dès le début en fait de l'arrêt maladie ordinaire de l'agent, à ce moment-là, il faut vraiment un arrêté. Donc ce conseil de la DGCL, vous allez devoir l'abandonner et je pense que la préconisation des GCL, des GAFP va changer puisque dès le début de l'arrêt de l'agent, il va y avoir une retenue de 10% et donc il y a un impact sur la rémunération de l'agent et donc il faut un document pour votre comptable public pour justifier en fait cet abattement de 10%. Voilà pour cette petite séquence. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors oui, il y a des questions. Alors Vincent Zer, donc qui dit le régime indemnitaire devra suivre le sort du TBI. Alors a priori, c'est peut-être ça aussi qu'il faudra repréciser, mais a priori, et j'appelle mes collègues à juste me confirmer cette position-là, le régime indemnitaire pour le coup, il n'est pas visé par la loi, donc il faut vraiment se référer à la délibération. Voilà, c'est notre position pour l'instant, mais bien sûr, Vincent, là pour le coup, s'il y a des éléments, on peut
bien sûr évoluer s'il y avait des éléments dans ce sens-là, enfin dans un autre sens. Donc c'est vraiment la délibération qui fait foi. Alors d'autres questions, est-ce que ça concerne les arrêts initiaux ou également une prolongation? Alors pour moi, c'est vraiment les arrêts initiaux, donc qui débutent à partir du 1er mars, c'est-à-dire à partir de samedi. On s'était même trituré l'esprit de savoir si quelqu'un qui voulait prendre rendez-vous le vendredi et qui n'a un rendez-vous finalement que le samedi, ça va être compliqué, il va falloir antidater, ça c'est jamais très recommandable, ni recommandé. Donc en fait, c'est vraiment pour nous les arrêts initiaux et pas les arrêts de prolongation. Donc quelqu'un qui est en arrêt depuis le 1er janvier et qui a une prolongation qui déborde au-delà du 1er mars, lui ne sera pas en fait sujet à cette indemnisation à 90%. Alors, une question aussi, le contrat groupe. Alors, je suppose que c'est le contrat groupe d'assurance statutaire ou de prévoyance, on va voir. Prévoit-il une modification de façon à prendre en compte la perte des 3 premiers mois? Alors non, comme je l'ai dit, à ce stade, alors déjà contractuellement, c'est pas prévu. Je suis pas sûr que juridiquement ce soit possible. Enfin, en tout cas, nous, notre contrat et les contrats de prévoyance que l'on connaît ne prévoient pas du tout en fait l'indemnisation de cette perte de 10% pour les fonctionnaires. Donc, a priori, sur la prévoyance, il n'y a absolument rien qui change dans l'indemnisation et il n'y a pas de mutuelle qui va se positionner là-dessus. De même qu'il n'y avait pas de mutuelle qui prenait en charge, par exemple, le jour de carence sur la mesure du jour de carence. Alors, d'autres questions pour les arrêts débutés avant le 1er mars qui seront prolongés. Donc, alors là, j'ai répondu juste au-dessus, hein, c'était la même question. Donc Vincent qui nous donne des éléments sur les primes conservées sont les modalités délibérées par la collectivité, donc sans pouvoir être plus favorable que la FPE. Donc, alors ça, c'est ce fameux principe de parité, gardons ce point en discussion, je pense. Mais en tout cas, c'était pas trop notre lecture, mais on le note. Merci Vincent pour cet apport-là. Voilà, donc Isabelle Renaud qui dit la même chose que Vincent. Donc ça, c'est un point sur lequel je pense la DGCL, alors le réseau des centres de gestion planche dessus aussi, parce que c'est des questions qu'on a dans tous les départements. Donc là, je pense qu'on va voir si jusqu'où s'applique le principe de parité entre les fonctions publiques. Là, pour le coup, on verra en fait ces prochaines semaines ou ces prochains jours pour vous affermir la position en fait sur le régime indemnitaire. Et je crois qu'on a à peu près répondu à toutes les questions. Donc au niveau des modèles d'arrêté, peut-être Brigitte, est-ce qu'il y a des modifications sur les modèles d'arrêté, ou en tout cas qui sont produits par le CDG, par Agir? Je suis pas certain. Alors pour l'instant, on s'est encore pas penché sur la question, mais on y pense. Pour l'instant, voilà. Oui, ça va venir, je pense. Ouais. On va voir. Et de même d'ailleurs que sur les modifications de la partie réglementaire, vous avez, bon, c'est pas gravissime si c'est pas à jour tout de suite, mais effectivement, il y a une partie réglementaire qui est rentrée en œuvre, donc tous nos modèles d'arrêté ne sont pas à jour avec les mentions du Code général de la fonction publique. Ça va être fait au fur et à mesure, en tout cas. Ça se fait au fil de l'eau, oui. Ça n'entache pas la légalité de vos actes, enfin en tout cas, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc que dire d'autre aussi? Les contractuels, vous en avez parlé, Frédéric? Alors non, la mesure, non, j'en ai pas parlé. Les contrats, alors la mesure à ce stade, j'ai pas regardé le JO de ce matin, mais en tout cas à ce stade ne concerne que les fonctionnaires. Le texte parle de fonctionnaires. Donc sont exclus donc les gens qui sont pas fonctionnaires. Donc les gens qui ne sont pas fonctionnaires, on parle des contractuels. Donc ça, il faut un décret ou un arrêté, je ne sais pas exactement, pour ces contractuels-là. Et à cette heure, à cette date, je n'ai pas le document, enfin, j'ai pas vu de publication de texte qui appliquerait cette mesure-là aux contractuels. Donc ça va certainement venir. Est-ce qu'il y a des difficultés techniques pour mettre en œuvre pour les contractuels? En tout cas, effectivement, le décret sur les contractuels devrait être modifié. Et pour l'instant, on n'a pas cette modification-là. Donc là, au 1er mars, pour l'instant, on applique ça que aux fonctionnaires, parce que c'est la seule population qui est visée. Fonctionnaires au sens titulaire et je pense stagiaire. Parce qu'on parle souvent de fonctionnaires stagiaires ou de fonctionnaires titulaires. Et donc voilà. Donc là, la question, est-ce qu'elle s'applique aux IRCANTEC également? Alors pour moi, un fonctionnaire, juste peut-être un rappel, Brigitte, vous me redites si je dis des bêtises, mais un fonctionnaire peut relever du régime sénéraciel, du régime spécial, s'il existe. Ou IRCANTEC. Voilà. Ou IRCANTEC. Il est en dessous de 28 heures hebdomadaires. Voilà, pour moi, il faut juste, même s'il relève du régime général, pour le coup, il est quand même fonctionnaire, donc pour moi, il s'applique quand même. Cette indemnisation. A priori, voilà, ça reste à confirmer. Voilà. A priori, ça reste à confirmer, mais voilà, pour nous, on s'en tient à la lettre de la loi de finances.
un fonctionnaire, c'est un fonctionnaire, quel que soit son régime de protection sociale, en fait, il est indemnisé à 90% dans les conditions que nous avons vues. Donc oui, pour les contractuels, donc on a abordé cette question-là. J'aborde aussi la question, il n'y a pas d'impact sur l'indemnisation de la prévoyance. Par contre, il peut et il devrait y avoir un impact sur l'assurance statutaire. L'assurance statutaire, elle rembourse l'employeur quand l'agent est absent. Et là, comme l'employeur va diminuer son indemnisation, l'assureur statutaire va, de manière identique, baisser son indemnisation. Donc normalement, on devrait avoir des diminutions de tarifs sur l'assurance statutaire. Je dis bien normalement, parce que, et là, attendez en fait nos précisions, mais de toute façon, il y a un impact positif d'un point de vue assurance statutaire. Après, est-ce que l'assureur statutaire va faire des démarches et combien, si oui, à combien de réduction on va avoir, ça, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, nous, ce dont on est certain, c'est qu'on va s'adresser aux assureurs statutaires pour leur dire, là, cette fois, vous avez une mesure qui est favorable. Et donc, quand il y en a eu des défavorables, vous avez augmenté vos tarifs. Quand il y en a une favorable, on aimerait bien que ce soit exactement la même situation, mais dans le sens inverse. Enfin, c'est ça, Dayal. Tout à fait. Ils sont en pleine réflexion, puisque tous les CDG les ont interpellés. Donc, ils ont une réflexion en interne. Donc, on attend leur retour. Voilà. Exactement. Donc, bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de changements, mais on va œuvrer, en fait, surtout qu'on est en début de contrat. Donc, on ne peut même pas avoir l'excuse on va dire, du passif. Je sais pas, de compte détérioré ou pas, parce qu'on vient seulement de commencer notre contrat au 1er janvier. Donc pour nous, on repart sur une page blanche au 1er janvier. Il y a une mesure qui s'applique au 1er mars. Normalement, on doit avoir une réduction. Voilà. Ça reste à négocier, à quantifier, à liquider, etc. Donc, pas trop de plans sur la comète, mais sachez qu'on va faire les démarches. Je crois que nous avons aborder l'ensemble des points et des questions sur ce sujet et rapidement, parce qu'on a un petit peu de retard, enfin très peu, quelques actualités. Donc des actualités qui sont les suivantes. Nous sommes toujours en recherche de formateurs pour la formation secrétaire de mairie qui débute au mois d'avril prochain. Donc si vous avez des velléités, des compétences, un sens de la pédagogie, n'hésitez pas à adresser vos propositions, vos candidatures, je dirais, par mail au service formation à Guillaume Cuny. Vous pouvez utiliser le mail que je vais mettre dans le chat, formation@cdg88.fr. Un petit point, vous aviez, si vous étiez secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2000, rempli une enquête sur vos conditions de travail. Donc l'enquête c'est terminé pour l'ensemble des CDG et l'ensemble des départements qui ont participé. Nous avons reçu en fait les éléments chiffrés et toutes les constantes mesurées par cette enquête. On va vous faire une restitution ces prochaines semaines et puis aussi sensibiliser les associations des maires, les représentants des employeurs pour essayer de progresser donc sur ce métier de secrétaire de mairie d'un point de vue cette fois non pas statutaire parce qu'on l'a évoqué, mais plutôt sur vos conditions de travail et ce qu'on peut organiser et aménager pour limiter les contraintes des secrétaires de mairie dans l'exercice de leurs fonctions. Les visios, 1 heure pour tout savoir, je vous invite à vous rendre sur le site internet. Les dates du mois de mars, avril, mai, juin sont fixées, donc vous pouvez déjà vous y inscrire. L'ordre du jour du mois de mars est déjà fixé. L'ordre du jour des visios d'avril, mai, juin reste à compléter. On a pas mal de sujets. On va faire intervenir des personnes, des institutions, des partenaires extérieurs aussi pendant ces visios-là. Donc ça va être assez sympa. On va essayer un peu de changer un petit peu les thèmes ou certaines thématiques. Un rappel, l'Open 88 aura bien lieu le mercredi 9 juillet 2025. Vous pouvez déjà cocher la date dans vos agendas. Les inscriptions n'auront lieu certainement que fin mai, début juin. Donc on a encore un petit peu de temps, mais vous pouvez vous l'inscrire dans l'agenda. C'est toujours un plaisir de vous y retrouver sur un format qui sera certainement identique avec une multitude d'ateliers, je pense pas mal de partenaires extérieurs aussi. Il n'y aura pas que le CDG qui interviendra et pas forcément que sur des sujets RH. Donc ça promet d'être assez sympathique et sous le soleil. Les prochaines rencontres de secrétaires de mairie auront lieu, alors j'ai pas forcément la date précise, au mois de juin. Je pense que ce sera début juin, la première quinzaine de juin, et aussi au mois de décembre. Donc on va vous communiquer les dates définitives très rapidement. Le recensement des besoins d'apprentissage, c'est fait par le CNFPT. Je pense que vous avez eu pas mal d'informations par le CNFPT, mais je vous le rappelle, c'est un recensement à effectuer sur les plateformes CNFPT avant le 21 mars, si je ne dis pas de bêtises, 21 mars 2025. Donc pensez à recenser vos besoins de recrutement d'apprentis, d'alternants.
Le point sur les formations, les prochains stages, comme l'a dit Émilie tout à l'heure, il y a une formation sur les LDG, donc vous repartez avec vos LDG, vos lignes directrices de gestion. Cette formation a lieu au CDG 88 le 13 mars prochain. Et vous avez aussi une formation, alors ça c'est une nouveauté, la gestion des documents numériques, le 28 mars 2025 au CDG, avec nos collègues en fait du service archive. On parle souvent de l'archivage pour des questions d'archivistique papier. Mais l'évolution étant celle qu'elle est, on a à manipuler, à gérer des documents Office, Word, Excel, PowerPoint, etc. ou même images ou vidéos. Et en fait, on fait une formation sur comment organiser au mieux et comment gérer le stockage, éventuellement le versement en archive, en GED ou en SAE, des documents numériques, on est déjà rentré depuis un petit bout de temps dans l'ère numérique. Donc, vous avez certainement à manipuler beaucoup de fichiers informatiques. Donc là, c'est les collègues qui le font. Donc, le 28 mars 2025, vous avez toutes nos dates et les liens d'inscription sur notre site internet et peut-être aussi dans le chat. Dernière étape, et là, c'est important. Je vous invite à cliquer sur le lien qu'Elisabeth vient de mettre dans le chat avant de raccrocher. Il nous faut votre avis à chaud sur les idées et sur est-ce que vous avez apprécié cette visio en cliquant sur le tout dernier lien que vient de vous poster Elisabeth. Donc avant de raccrocher, si vous pouvez juste cliquer sur le lien et compléter ce tout petit questionnaire qui consiste en quasiment une question et des étoiles à mettre et puis des idées de thèmes qu'on pourrait aborder. Si vous pouvez le faire avant de raccrocher, ce serait super sympa de votre part, puisqu'on essaie de coller à vos demandes et d'aborder des sujets que vous demandez en fait dans ces questionnaires. C'est vraiment hyper important pour nous d'avoir vos retours en live, comme ça, une fois que vous raccrochez, vous passez à autre chose. Voilà, mes collègues, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter en termes d'actualité, de rappel, d'invitation, d'événements ou pas? Non. Non. Pas spécialement? Non, c'est tout bon. Ouais, c'est tout bon. Ok. Et ben en tout cas, si vous avez complété votre petit questionnaire de satisfaction, et ben vous pouvez quitter cette visio et on vous donne donc rendez-vous au mois de mars prochain pour une prochaine visio avec un ordre du jour que vous pourrez découvrir sur le site internet. Merci à tous. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.